Je suis inscrit et je n'irai pas voter. Parce que je peux vous dire d'ailleurs qu'il sera élu au second tour des élections présidentielles la fois prochaine. Ah oui, vous avez une boule de cristal, vous? Oui, j'ai une boule de cristal. Oui, je vous parie que ce sera un candidat maastrichtien. Michel Onfray était l'invité de BFM TV et RMC, un interview émotionnel dirigé par Apolline de Malherbe. Michel Onfray a annoncé qu'il s'abstiendrait lors de la présidentielle à venir, estimant que l'élection était jouée d'avance et promise à un candidat favorable à l'Europe maastrichtienne. À l'occasion de la sortie du second tome de son livre « La nef des fous », Michel Onfray s'est confié sur le scrutin de 2022 et sur la campagne électorale. Il va falloir choisir entre le général de Gaulle et Adolf Hitler, c'est comme ça que les choses nous sont présentées. Là, éventuellement, on aura le choix entre le général de Gaulle et le général Giraud. Je ne vais pas à des élections jouées d'avance. Je peux vous dire qui sera élu. Je vous parie que ce sera un candidat maastrichtien. Un candidat maastrichtien, c'est-à-dire qui défend ce qu'ont défendu Mitterrand à partir de 1983, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Si c'est pas Macron, ce sera Valérie Pécresse. Ce sera sûrement pas Zemmour, sûrement pas Marine Le Pen. C'est le même système qui va fonctionner. Philosophe, vous êtes essayiste, vous êtes d'ailleurs le philosophe français le plus lu, qui vend le plus de livres, à la fois en France et dans le monde. Je cite 2 de vos derniers livres, L'art d'être français, ça c'est chez Bouquin, et puis le 10 février, il y aura le 2e tome de votre livre sur la nef des fous. Je voudrais qu'on parle évidemment de notre époque, de votre regard sur la campagne, et même de votre engagement à vous. Est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales? Est-ce que vous irez voter? Oui, je suis inscrit et je n'irai pas voter. Parce que je peux vous dire d'ailleurs qu'il sera élu au second tour des élections présidentielles la fois prochaine. Ah oui, vous avez une boule de cristal, vous? Oui, j'ai une boule de cristal. Oui, je vous parie que ce sera un candidat maastrichtien. Ah, maastrichtien, voilà. C'est-à-dire quoi? Qui défend ce que défend Mitterrand depuis 83, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Donc, si c'est pas Macron, ce sera Valérie Pécresse, ce sera sûrement pas Zemmour, ce sera sûrement pas Marine Le Pen. Donc c'est le même système qui va fonctionner. C'est pourquoi nous ne sommes plus en démocratie. On sait très bien quand il y a des élections en Corée, ou quand il y a des élections en Chine, ou quand il y a des élections en Russie, qui va être élu. On sait très bien comment ça se passe. En France, c'est pareil. Alors évidemment, de temps en temps, on fait semblant, on change un personnage, on dit ah là là, c'est pas la même chose Hollande et Sarkozy. C'est très exactement la même chose. C'est le même monde et c'est le même monde que celui de Chirac. C'est sûr que si vous allez pas voter, honnêtement, vous n'allez pas faire changer les choses. Non, mais si vous, ça, il y a pas de risque. Non, mais c'est pas moi qui vais faire changer les choses tout seul. Vous savez très bien comment les choses fonctionnent. In fine, vous avez une espèce de goulot d'étranglement et il va falloir choisir entre le général de Gaulle et Adolf Hitler. Donc c'est comme ça que les choses nous sont présentées. Donc éventuellement, là, on aura le choix entre le général de Gaulle puis peut-être le général Giraud. Mais globalement, c'est comment les choses vont se passer. Donc je ne vais pas à des élections quand elles sont jouées d'avance. Oui, mais enfin, vous dites la démocratie est morte, mais au fond, vous-même vous la tuez. Non, c'est pas moi qui la tue. Vous savez, il y a plein de gens qui sont dans la même situation que moi. D'ailleurs, c'est nous les gagnants, les gens qui ne vont pas aller voter, les gens qui sont dans l'abstention parce qu'ils savent que ça ne sert plus à rien. Les gens qui sont des abstentionnistes sont des gens qui aiment la politique. Pas la politique politicienne, mais la politique qui est l'art de gérer la cité. Simplement, ils en ont assez. Quand les gilets jaunes descendent dans la rue, ils se font éborgner, ils se font massacrer, ils se font taper dessus, ils se font insulter, ils se font traiter d'antisémites, d'homophobes, on les stigmatise, on prétend que ils ont tous les défauts. Mais il n'y a pas eu ça? Il n'y a pas eu des actes? Il n'y a pas eu des... Non. Dans les manifestations, il n'y avait pas mais vous savez, quand vous avez alors il y a eu ce genre de choses, à l'évidence, mais qui fait ça et mais ça me surprend que vous minimisiez ces choses-là. Non, je minimise pas. Je dis simplement qu'il y a eu aussi un évêque qui a célébré une messe de Noël sur un rond-point et personne n'a dit tous les gilets jaunes sont des catholiques pratiquants. Donc il y a une façon de pratiquer l'amalgame qui fait que si on a vu effectivement un antisémite, et bien sûr qu'il y en avait, quand il y a des milliers de gens dans la rue, vous avez des crétins, des crétins de tous ordres, dont des crétins antisémites. Et bien sûr qu'il y avait des crétins antisémites ici ou là chez les gilets jaunes, pourquoi y en aurait-il pas? Ce serait ridicule. Mais ce qui était ridicule, c'était de dire que tous l'étaient. Parce qu'on en avait trouvé un, les animaux malades de la peste, il y en avait un qui était malade de la peste, et c'était la totalité des gilets jaunes qui étaient finalement des homophobes, des antisémites, etc. On a entendu tout ça, les discours d'un certain nombre de philosophes, etc. Mais de qui? C'est-à-dire quand vous dites on dit ça, c'est qui on? Regardez Bernard-Henri Lévy, tous ces gens qui ont écrit contre les gilets jaunes. Mais pas lui, Non, c'est pas que je ne l'aime pas, mais je le lis, je l'écoute et j'entends. Il y a voilà quelqu'un qui nous dit il faut bombarder, Et c'est lui qui décide, c'est lui qui tire les ficelles. Il nous dit il faut bombarder la Syrie, il faut bombarder la Palestine, il faut bombarder aujourd'hui il faut y aller avec en Ukraine, il faut y aller avec des bombardiers. Il y a un moment donné où il faut qu'il rentre dans l'armée ce garçon, mais il faut pas qu'il soit philosophe. Le travail de philosophe, c'est pas un travail de donneur d'ordre pour bombarder des populations, bien souvent musulmanes sur la planète d'ailleurs, je dois dire en passant. Mais je voudrais quand même comprendre, Michel Onfray, vous dites donc la démocratie, de toute façon, ça marche pas puisqu'on sait déjà qui va gagner. Donc vous comparez carrément notre pays à la Corée du Nord, c'est ce que vous avez fait. Non, j'ai pas comparé. J'ai dit que vous avez. J'ai pas comparé. J'ai dit que quand on était capable de donner la couleur politique, l'orientation politique
que j'appelle maastrichtienne, du candidat qui serait élu, l'affaire est réglée, c'est tout. Alors ne me dites pas que c'est comme la Corée. Je dis pas que la France c'est la Corée. On peut s'exprimer, on ne va pas en prison, donc comparaison n'est pas raison. Mais je dis simplement que nous sommes dans une démocratie illibérale, s'il faut utiliser le vocabulaire de ces gens-là. Donc vous dites, il y a d'un côté les maastrichtiens et de l'autre Marine Le Pen ou Éric Zemmour que vous mettez dans l'autre camp. D'un côté, il y a donc Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. De l'autre côté, il y a Marine Le Pen et Éric Zemmour. Vous êtes du côté de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour? Non, pas du tout. Je suis du côté de ce qu'on appelle les souverainistes, c'est-à-dire les gens qui pensent que tant qu'on ne sortira pas de cette Europe-là, on n'aura pas les moyens de mener une politique. C'est pour ça qu'il faut arrêter de faire semblant. C'est quand Valérie Pécresse nous dit, il y a qu'à, il faudra, etc. Il y a un Karcher, il suffit d'aller le chercher dans la cave et on va s'en servir à nouveau, mais c'est pas Madame Pécresse qui utiliserait le Karcher. On lui donnera pas l'autorisation à Bruxelles d'utiliser le Karcher, donc elle fait semblant. Et les autres aussi. Et il faudrait pourtant utiliser le Karcher. Et Marine Le Pen également. Elle a pas, non, je dis pas ça. Moi, c'est pas mon problème. Je ne règle pas les problèmes au Karcher. Moi, c'est pas comme ça que je pense. Mais Marine Le Pen, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, elle a cessé d'être souverainiste, si tant est qu'elle l'ait été un jour. Alors, qui reste souverainiste aujourd'hui? Qui trouve grâce à vos yeux? Par exemple, quelqu'un dont vous ne parlez jamais, qui s'appelle Georgi Kuzmanovic. Il est candidat aux élections présidentielles et il est jamais noté nulle part. L'autre jour, dans un journal, il y avait même pas sa tête, quoi. Il y avait une espèce de figure en disant... racontez-moi, parce que moi, en effet, j'ai pas entendu parler. Oui, c'est quelqu'un qui a été mis à la porte de la France insoumise, parce qu'il s'occupait des questions de sécurité, des questions internationales, et qu'il a eu le malheur de dire que le virage islamo-gauchiste de Mélenchon ne lui convenait pas. Donc il a été mis à la porte. C'est une gauche souverainiste, si vous voulez, chevènementiste, s'il faut utiliser un mot que les gens comprennent encore pour quelques-uns, je dirais. Moi, je suis sur des logiques de gauche chevènementiste qui m'empêchent pas d'être dans des logiques de socialisme libertaire aussi. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que ce soit l'homme providentiel qui nous sortira de cette aventure, du genre votez pour moi et vous allez voir, tout va changer. Je suis à la fois Napoléon et le général de Gaulle, je ne crois pas à ça. Je crois au peuple providentiel. Et le peuple providentiel, c'est celui qui, là où il se trouve, dans les campagnes, va fabriquer une politique. Donc pas besoin de voter. C'est-à-dire, c'est pas le fin mot de l'affaire, le vote, surtout quand on sait qu'il est pipé. Vous êtes déçu par Éric Zemmour? Je suis pas déçu. Quand il a été journaliste et qu'il était question pour lui de partir en campagne, il m'avait demandé si on pouvait se rencontrer, poser des questions, etc. Et on s'est dit clairement les choses et je lui ai dit que s'il était dans une logique gaulliste, c'est-à-dire effectivement de rassemblement des Français, je pourrais le suivre s'il avait effectivement sur la question sociale des réponses qui soient vraiment des réponses de gauche, qui sont pour moi des réponses de gauche. Et puis il m'a dit oui, bien sûr. Bon, c'est ce que j'ai appelé muscler son bras gauche. Et puis en fait, il a pas de bras gauche. Il a qu'un bras droit. Et plus le temps passe, plus il est très droite, quoi, et pas du tout gauche. Donc moi, je pense que la question, c'est la question sociale. La vraie question, c'est la question sociale. C'est pas la question de l'islam. Je pense même qu'en termes de civilisation, il a raison de parler en termes de civilisation. Sur le volet civilisation, vous avez parfois et souvent même dit que vous étiez d'accord avec lui sur le constat. Complètement. Je le suis, mais il faut quand même. Est-ce qu'il y a un péril islamiste en France? Non, c'est pas un péril islamiste. Il y a un péril d'effondrement. C'est même pas un péril d'effondrement. Ça s'effondre. Quelqu'un qui dirait mais ça se passe bien dans la police, ça se passe bien dans l'armée, ça se passe bien dans l'édition, ça se passe bien dans le journalisme, ça se passe bien dans la rue, ça se passe bien dans les transports, ça se passe bien à l'école, ça se passe bien à l'université. Quelqu'un dont vous diriez que il ne va pas bien. Bon, c'est tout. Zemmour il dit ça, je le dis aussi. Bon, ça fait pas de moi un Zemmourien. Je dis que quand on constate que c'est quand même pas terrible dans tous ces domaines-là, on a déjà fait une partie du chemin. Après ça, lui dit moi j'ai une solution. Sa solution n'est pas la mienne. Elle est, dit-il, gaulo-napoléonienne. On peut pas être gaulo-napoléonien. Ça n'a aucun sens. Et puis si on est gaulliste, on rassemble les Français. Et moi je suis pour ça. Je suis pour cette idée que on s'adresse pas à la droite, on fait pas l'union des droites. On peut le faire, hein, ceci dit. Mais parce que pour vous, il devrait parler à tous les Français. Il ne le fait pas. Mais bien sûr que non, il fait pas ça. Donc quand il dit il y a une menace de guerre civile, au fond il l'alimente. Non, je dirais pas ça non plus. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a une menace de guerre civile, c'est qu'elle est là, la guerre civile. Il faut arrêter de dire. Ça pourrait arriver. Là, c'est ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il dit. Oui, mais alors, il y a quand même un tas d'endroits où c'est quand même très visible. Elle se manifeste comment, la guerre civile, là? Une espèce de violence généralisée avec une impunité pour un certain nombre de gens qui sont violents. Ces fameux territoires perdus de la République qui sont considérés comme définitivement perdus, qui sont juste des enjeux électoraux du genre vous allez voir avec moi, le fameux Karcher, on va faire ceci, on va faire cela. Comment va-t-on faire? Bien sûr que non. Il y a des endroits où on ne va plus. Il y a des moments dans la journée où, dans des quartiers, vous savez très bien que vous ne pouvez pas pénétrer. Il y a des moments dans la nuit où vous savez bien que les villes ne sont des quartiers de certaines villes et même parfois des centres-villes sont problématiques pour les femmes. Donc, si une femme ne peut pas prendre un tramway à 11h30 ou à minuit, par exemple, à Caen, c'est qu'il y a un problème. Mais du coup, on fait quoi? Pardon, mais si vous ne votez pas, si vous estimez qu'en réalité les politiques de toute façon ne font rien, on fait quoi? On attend que ça se passe? Mais le problème, c'est que c'est Bruxelles qui décide de notre politique.
Donc on va pas se dire il y a qu'à faire ceci, il y a qu'à faire cela, on sort le Karcher. Si on ne sort pas de l'Union européenne, Absolument. de toute façon, ça ne sert à rien, Voilà. même de discuter de la politique, puisqu'on ne pourra rien faire. Voilà. Chez vous êtes souveraine, c'est pas votre voisin qui est souverain. C'est pas votre voisin qui décide de vos heures de lever, de coucher, du menu de votre repas, des gens que vous invitez ou vous n'invitez pas, etc. Parce que chez vous êtes souveraine. Eh bien, c'est la même chose avec la France. Nous ne décidons pas de notre heure de réveil, de coucher, de la nature de nos repas, des gens qu'on invite et des gens qu'on n'invite pas. Donc, un chef de l'État fait semblant de chefer un État qui n'existe plus. Donc je vais pas jouer à ce jeu-là. Je dis simplement que le jour où nous recouvririons notre souveraineté, alors nous pourrions faire de la politique. Et peut-être à ce moment-là, j'irai voter. Mais là, Michel Onfray, vous faites partie de ceux qui disent « je ne suis pas un guerrier, justement, je ne suis pas dans cette logique-là ». Est-ce que l'Europe ne nous a pas apporté la paix? Est-ce que ça, c'est quoi? C'est une forme de naïveté? Ça, c'est une bêtise. C'est une bêtise de dire une chose pareille. Ça n'est pas vérifié. Ce qui nous a apporté la paix, c'est l'équilibre des terreurs, parce qu'il y avait l'Union soviétique et qu'il y avait les États-Unis et qu'on mésestimait la nature de l'Union soviétique et qu'on estimait qu'elle était capable de mener une guerre qu'elle n'aurait pas. C'est passé. Aujourd'hui, non, on reste c'est passé. C'est 92. C'est 92. Vous dites il y a plus de guerre. Oui, il y a plus de guerre. Encore que c'est vite fait quand on estime qu'il n'y a pas eu de guerre en Yougoslavie. Je dirais, quand même, souvenez-vous, Sarajevo, etc. Pas de guerre, je veux bien. Mais s'il n'y a pas eu de guerre, on dit c'est l'Europe. C'est l'Europe qui a rendu ça possible. Non, c'est l'équilibre des terreurs. Quand il y a des bombes atomiques à l'est et à l'ouest. Souvenez-vous, les travaux de Glucksmann sur la question, le père André, sur la question des têtes nucléaires, des ogives nucléaires, les pacifistes sont à l'est, etc. Enfin bon. Et il y avait quelque chose qui relevait d'une terreur. Je sais pas, vous avez connu peut-être, enfin j'en sais rien, mais moi j'ai l'âge d'avoir connu. Et c'est l'équilibre de la terreur qui a rendu possible l'absence de guerre, que je ne nommerai pas paix. C'est parce qu'il y a eu une guerre froide. Et jusqu'en 92, cette guerre froide existait. Donc dire... donc on peut se passer de l'Europe. Vous ne redoutez pas la résurgence des concurrences. Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que si vous êtes contre l'Europe libérale, parce qu'elle est libérale, vous êtes contre l'Europe parce que c'est l'Europe. Non, je suis européen. Et je ne connais personne qui ne soit pas européen. Vous êtes européen, mais anti-Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, alors. Anti-Europe libérale. C'est-à-dire que quand, effectivement, la souveraineté a disparu au profit d'une souveraineté de quelque chose qui est devenu l'État européen. C'est un État, l'Europe. Il a son drapeau, cet État, il a son hymne, il a sa monnaie, il a sa constitution, donc c'est un État, et cet État est supérieur à l'État français. L'État français ne peut pas décider d'une politique, puisqu'il doit sans cesse en référer à l'État impérial, qui est l'État maastrichtien. Je ne suis pas pour cet État maastrichtien. Michel Onfray, vous n'irez donc pas voter. Est-ce que vous considérez que le vrai pouvoir aujourd'hui, plutôt que la carte électorale dont on comprend bien que pour vous, elle n'a finalement, ça n'est plus un outil et plus vraiment une arme. Est-ce que c'est dans la carte bleue? Est-ce que le pouvoir aujourd'hui, c'est le pouvoir du consommateur? Le pouvoir, il est girondin. C'est-à-dire que là où vous êtes, vous pouvez changer les choses. C'est-à-dire que cette espèce d'obsession jacobine qui consiste à dire j'attends que l'État décide, que l'État me subventionne, que l'État amène de l'argent, et quand on aura de l'argent, il y aura plus de problème dans les hôpitaux. C'est pas vrai. Je dis pas qu'il en faut pas. Mais le problème n'est pas un peu plus d'argent, toujours plus d'argent à l'école, toujours plus d'argent à l'université. C'est faux. Il faut un projet idéologique. Il faut qu'à l'hôpital, par exemple, on ait un souci de la santé publique. Et pas seulement de l'argent. Il faut qu'à l'éducation nationale, on ait le souci de l'instruction publique. Et pas de dire il faut des profs en plus, il faut des classes en plus, ou ce genre de choses. Je ne nie pas que ce soit Est-ce que ça veut dire que vous considérez que c'est une responsabilité individuelle? Oui. Au fond, vous seriez assez d'accord avec l'adage qui dit qu'on a les politiques qu'on mérite. C'est-à-dire que c'est à chacun de faire là où il est, ce qu'il doit faire, de faire son œuvre. Oui, c'est l'option girondine. C'est-à-dire que dans un village, par exemple, on peut racheter une épicerie, refaire quelque chose de mutualiste et coopératif. On peut très bien s'occuper d'une école en disant allez, on rachète cette école, et puis des personnes âgées vont éventuellement, plutôt que d'être des vieux qu'on va balancer à l'EHPAD, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, des personnes âgées à qui on va dire eh bien vous allez vous occuper de l'étude des enfants, vous allez leur apprendre à faire leurs leçons, lire, écrire, compter, etc. On va s'occuper de ça. On va les socialiser, on va socialiser aussi bien les personnes âgées que les enfants. Donc des magasins, En fait, vous êtes pour recréer une sorte d'utopie locale. Non, c'est pas une utopie, c'est même la réalité, c'est de la coopération et la mutualisation. C'est ça le socialisme libertaire chez Proudhon. C'est-à-dire, on n'attend pas la solution de Paris, d'autant que la solution de Paris, la plupart du temps, elle vient de Bruxelles. C'est de dire, là où nous sommes, nous avons des besoins. Quels sont nos besoins? Des écoles, des maisons de retraite sympathiques. Mais c'est la fin de la solidarité de la nation. Mais très exactement le contraire. C'est très exactement le surgissement de la solidarité. Là où ça n'est plus que l'argent qui fait la loi. L'argent fait la loi à l'école. L'argent fait la loi à l'hôpital. L'argent fait la loi, on l'a vu récemment dans les EHPAD. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ce scandale, notamment le scandale d'Orpea, dit quelque chose pour vous aujourd'hui de notre société? Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est le symbole de la manière aujourd'hui dont on traite nos aînés, dont on se traite les uns les autres? Dont on traite les faibles. Souvenez-vous quand même qu'avec
non pas l'interruption volontaire de grossesse. On a fait savoir, Gérard Miller d'ailleurs dans l'Obs, que j'étais contre l'IVG parce que j'étais contre l'interruption médicale de grossesse. Et je le suis dans les conditions des raisons psychosociales. Vous comparez le début de la vie avec la fin de la vie, deux états de faiblesse. Mais c'est le cas. Et les enfants, quand ils sont nés, c'est-à-dire que on voit bien comment on les traite aujourd'hui ou comment on les maltraite. C'est-à-dire à l'Assemblée nationale, toute la gauche, les Verts compris, ont voté cette idée que pour des raisons psychosociales, on peut avorter d'un enfant de 9 mois, dans le ventre de sa mère. Bon, les raisons psychosociales sont très encadrées. Il ne faut pas non plus en faire comme si il suffisait de dire je déprime, j'arrête ma grossesse. Vous savez comment ça marche aujourd'hui quand vous voulez aller dans des endroits où vous voulez avorter au-delà des délais. Vous savez très bien quels médecins le font, quels hôpitaux le font, et de bouche à oreille, on saura qu'il y a des endroits où effectivement le psychosocial est plus facile à obtenir que d'autres endroits. Il y a des endroits où il suffira d'aller, il suffira d'être informé. Je dis simplement qu'il y a un moment donné où l'enfant, étymologiquement, c'est celui qui ne parle pas, l'enfant. C'est le plus modeste des êtres. Et la personne âgée, c'est exactement la même chose. C'est à l'autre extrémité la plus modeste des personnes. Ces modestes-là, on les met à la poubelle. Ces enfants, on les jette parce qu'on n'en veut plus pour des raisons psychosociales. Ces personnes âgées, on les met dans des maisons de retraite et sont en train de pourrir dans leur couche parce qu'on n'en veut plus, on s'en occupe plus. Les vieux, on a autre chose à faire. Il faut qu'on emmène les enfants à la nounou. C'est ce que, il y a quelque temps qu'on déléguait notre affection et qu'on déléguait notre amour. Vous reprochez aux parents de devoir déléguer les enfants? Et vous avez d'ailleurs dit parfois, je me souviens très bien de ça, que vous n'aviez pas eu d'enfant aussi parce que vous pensiez que la responsabilité était trop grande et que si vous aviez eu un enfant, vous auriez dû lui consacrer toute votre vie. Oui, ce qui me paraît normal. J'ai aujourd'hui des petits-enfants et j'ai aussi des enfants puisque finalement les enfants de celle qui est devenue mon épouse sont devenus mes enfants. Et j'estime effectivement que les enfants ont tous les droits, ils n'ont rien demandé. Et donc je ne suis pas pour les réveiller très tôt le matin et donner ces enfants-là à une nounou qu'on va payer parce qu'on va aller travailler justement pour avoir l'argent qui va nous permettre de payer la nounou qui s'occupera de nos enfants. Il y a quelque chose d'assez fou. Alors évidemment, je ne suis pas de ceux qui disent les femmes à la maison. Ça peut être les hommes qui restent à la maison, entendons-nous bien. Je ne pense pas que les femmes doivent faire la cuisine, la vaisselle, le ménage et s'occuper des enfants. Mais je pense qu'on peut organiser autrement le travail. Et faire de telle sorte qu'on aura le souci des plus faibles, des plus simples, des plus démunis, y compris les handicapés. On a beaucoup parlé des handicapés. Sur la question des handicapés, précisément, Éric Zemmour a eu cette phrase en disant « On est dans l'obsession de l'inclusion. Il faudrait absolument accueillir les handicapés parmi les enfants plus valides. » Zemmour, il a un discours comme ça. Après ça, on sort une phrase comme ça et dans la phrase, on taille et puis après on lui fait dire... Alors c'est marrant. Alors franchement, vous, à l'instant, vous dites « Non, mais on est dur avec les faibles. » Et ça vous a pas... Là, vous trouvez une excuse? Non, je trouve pas une excuse. Je vous dis juste que il est contre les collèges uniques dans lesquels effectivement on met tout le monde ensemble en disant allez hop, ceux qui sont doués, ceux qui sont moins doués, ceux qui n'entendent pas, ceux qui sont sourds, ils vont quand même avoir droit au même cours que les autres. Donc il faut séparer les faibles et les forts? Oui, parce qu'effectivement moi j'ai été faible dans certaines matières et puis j'étais fort dans d'autres matières et j'étais pas bon en maths par exemple et comme on faisait le même cours à tout le monde, y compris aux doués et aux pas doués, je me suis trouvé avec un 2 en maths quand j'ai passé mon bac. Aurais-je eu un cours adapté sur ce terrain-là que peut-être aurais-je eu une autre note. Donc je suis pour, mais ça aussi c'est le socialisme libertaire, c'est cette façon de dire mais on fait avec chacun. Vous avez des vêtements, j'ai des vêtements, on n'a pas les mêmes, on n'a pas la même taille, on n'a pas le même poids, etc. L'idée de dire non, il y aura un costume, ce sera le même pour tout le monde. Bien sûr que non, je suis pour du sur-mesure, et je suis pour du sur-mesure pédagogique. Il y a des enfants qui vont vite, il y a des enfants qui vont moins vite, il y a des enfants qui vont très vite dans une discipline, puis moins vite dans l'autre discipline. Certains sont excellents en sport, d'autres ne le sont pas en mathématiques, etc. Mais on dit, ce sera la même éducation pour tout le monde. Donc Zemmour, il dit ça. Et après, on dit, Zemmour veut mettre les handicapés en dehors de l'école et de toute façon, il est pour le gazage des handicapés. On connaît bien le problème, c'est un fasciste. Personne l'a dit quand même. Écoutez, j'ai entendu des propos qui étaient un peu dans cet esprit-là. Oui, alors un peu dans cet esprit-là, déjà, c'est pas tout à fait ça. Non, dans l'esprit, on vous dit que ce type est un fasciste et donc on vous a fait savoir qu'il était misogyne, phallocrate, antisémite. Aujourd'hui, il est pour l'exclusion des handicapés. Il veut sortir les handicapés de l'éducation nationale. Je suis désolé, je suis pas là pour faire la promotion d'Éric Zemmour, mais pour faire la promotion de la vérité. Ce qui est dit a été dit et ne faisons pas dire à quelqu'un. Et quand c'est la même chose avec Mélenchon. Quand on fait dire à Mélenchon des choses qu'il ne dit pas, je ne défends pas Mélenchon en disant il n'a pas dit ça. Michel Onfray, vous dites on doit s'occuper des plus faibles. Quand une société entière s'est arrêtée pour protéger ceux qui étaient menacés par le Covid, est-ce que ça, pour le coup, c'est pas la plus grande preuve de notre capacité à être solidaires les uns des autres? Une fois qu'il y a eu effectivement le Covid, d'un seul coup, on a découvert que Macron parlait de souveraineté, d'intervention de l'État et puis d'aide des plus faibles. Ça a été formidable. Mais est-ce que pour une fois, vous pouvez pas vous réjouir, vous dire, en fait, on a été capables tous
les plus valides, les plus Absolument. jeunes, de faire attention aux plus âgés qui étaient les plus menacés. Mais je suis les plus âgés, je suis pas très sûr. Il y a eu des endroits où on a trié les malades. Et tout au départ, on sait très bien qu'on a trié en disant bah non, celui-là c'est terminé, il est pas mort mais il va mourir, donc laissez-les mourir. C'est aussi pour éviter qu'il y ait pléthore de cas comme cela. Qu'on s'est pas tous arrêtés, mais que ces gens. Alors, si vous voulez vraiment qu'on fasse une analyse de ça, ça fait à peu près une trentaine d'années. Il est 8h52, donc on aura peut-être un autre moment pour le faire. On peut le faire rapidement. Ça fait 30 ans que ces maastrichtiens de droite et de gauche ont détruit l'hôpital public. L'hôpital public étant détruit, le jour où on en a besoin, qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas laisser les images que vous diffusez, c'est terrible. Les images que vous diffusez quand vous avez des cercueils, quand vous avez des linceuls, quand vous avez des gens morts sur des brancards dans les couloirs, ça n'est pas possible. Vous pouvez pas être réélu. Donc aucun homme politique ne peut se permettre ce genre de choses. Donc il y a une espèce de cynisme à avoir détruit un hôpital, à faire de telle sorte qu'il ne soit pas efficace quand on en a besoin. Quand il est nécessaire, continuer à supprimer des lits. Je rappelle quand même que Macron, Castex, etc. continuent de supprimer des lits, quand même, pour information. Nous aurions besoin de lits. Ça fait 40 ans que ça dure, mais en effet, c'est bien ce que je dis. C'est très exactement ce que je dis. Les Maastrichtiens ont détruit l'hôpital public, et quand on a besoin d'un hôpital public, comme on n'en a plus, on fait quoi ? Eh bien, on met tout le monde à la maison, et puis on dit, vous ne bougez plus, puis on va vous payer, taisez-vous, on va donner de l'argent, on va emprunter, puis après, il y aura la planche à billets, et puis de toute façon, comme on a emprunté pour l'Europe, ça fait le jeu de l'Europe. Donc, si vous voulez vraiment faire l'analyse, cet endettement de la nation auprès de l'Europe fait que l'Europe, elle est encore plus nécessaire, hélas, dans cette configuration-là. Donc, je ne serais pas aussi, pas dire naïf, pardonnez-moi, mais je veux dire, sur ce sujet-là, en disant l'Europe est tellement formidable, elle a aidé les plus pauvres. Je crois que les cyniques qui sont au pouvoir se sont servis de la maladie pour imposer leur pouvoir et pour rendre durable une Europe maastrichtienne qui gagnera aux prochaines présidentielles. Et je renvoie d'ailleurs au livre que vous aviez publié au moment de la pandémie.